Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Il est encore là. Benoît, il est pas encore parti. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Benoît, il demande à Katia Bissonnette de s'asseoir. Ça a été mieux parce que sinon, attention à son crochet. Son crochet de droite. Donc, Benoît, vous le savez, c'est Benoît qui me précède, Benoît Dutrisac, et il est assis ici, mais la passation de pouvoir se fait très rapidement entre les deux. Et là, le sac, j'allais dire le sac à main, mais le sac en bandoulière, la petite bourse, la petite bourse de Benoît est restée accrochée dans le fauteuil, et donc, il s'est mis à sacrer, parce qu'il sac tout le temps. Bonjour, Cybèle Olivier. Salut. Moi aussi, quand je suis fâchée, il se passe une situation frustrante. On dirait je sais pas, ça l'évacue la frustration expressément, on dirait de transformer ça en mots. Mais ça fait du bien. D'ailleurs, l'amour Christ, là, l'expression de Louise Latraverse, c'était et elle fait un spectacle, et dans son spectacle, elle explique aussi à quel point ça fait du bien. Puis ça fait partie de nos gènes, notre ADN québécois. Quand on se fait mal aussi. De sacrer le marteau. Moi, c'est sûr, tout le monde sait que quand je me tape sur les doigts avec un marteau, je dis putain de bordel de merde. C'est évident que c'est comme ça. Avec l'accent. Non, pas en tout. Ça sort, c'est tout croche, là. Bon. Je sais pas, est-ce que vous sacrez Katia Bissonnette, boxeuse? Ah! Quand vous regardez votre adversaire, des fois, Katia Bissonnette, est-ce que vous avez envie, des fois, de lâcher un petit C, puis un petit S, puis un petit... ouais? Ouais, mais à boxe, on serait pas supposé, en tout cas dans mon club, c'est ça qu'ils disent, mais moi, c'est plus fort que moi, mais... sur le ring, quand ça marche pas, mais je le fais quand même dans la joie. Dans la joie. Oui. Mais ça veut dire que même dans la boxe, Katia, il y a aussi une éthique de comportement. Oui. Donc, pour respecter la noblesse du sport, on se met pas à sacrer quand on est sur le ring, c'est ça? Non. Ah oui. Ah, ben ça, je c'est suis super l'exception. intéressant. L'exception qui confirme la ouais. règle. Katia Bissonnette, merci beaucoup d'être là. Donc, Benoît, tout à l'heure, s'est enfargé avec votre fauteuil, mais merci beaucoup d'être là en personne, Katia. Je voulais absolument vous recevoir ces jours-ci. Merci d'être là en personne. Je rappelle que vous êtes coach de boxe, responsable boxe à Équipe Québec, docteur en psychologie. Ça, c'est important de jamais l'oublier. On se rappelle qu'en octobre 2023, vous deviez affronter une adversaire supposée sur le ring, mais que vous avez refusé de l'affronter quand vous avez découvert quelque temps seulement avant de l'affronter que, bien qu'elle s'identifie comme une femme, que c'était un homme biologique. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que World Boxing, qui est l'organisme avec lequel le CIO va faire affaire pour les Jeux olympiques de Los Angeles, World Boxing, donc, a annoncé vendredi dernier qu'elle rendrait obligatoire les tests de sexe pour participer à ces compétitions. Il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit là-dessus et qui ont dit les tests de genre. On va commencer par le début. C'est quoi la différence entre le genre et le sexe? Ben, le sexe, c'est biologique. Le genre, c'est qu'est-ce qu'on nomme aujourd'hui, là, le ressenti de la personne. Donc, c'est vraiment les tests là, génétiques pour déterminer les hommes qui s'identifient comme femmes, puis ceux qui sont avec une différence de développement sexuel, eux, ils vont être ensemble pour les distinguer là, des femmes parce qu'ils ont eu à la puberté là, les avantages là, que ça amène là, de la testo voilà. Et tout. Là. Alors, c'est important de parler de la puberté parce qu'il y a des gens qui ont peut-être, dans certains cas, commencé un traitement hormonal avant la puberté, alors que les gens qui ont fait un traitement hormonal après la puberté, ben, ils ont profité de tout leur développement hormonal. Mais si on fait un test vraiment d'ADN, donc on va voir si c'est XX ou XY, la prise de testostérone ne change
absolument rien. Donc, on va vraiment déterminer si la personne qui se présente sur le ring est a des gamètes masculins ou des gamètes féminins. Puis ça change pas, là. Même si on est transgenre, ça change pas. Pourquoi c'est important, Katia, puis je pense que c'est important aujourd'hui de reposer la question, pourquoi c'est important quand vous montez sur le ring que la personne en face de vous ne soit pas un homme biologique? Ben il y a vraiment plein de raisons pour ça, mais ça a été mesuré, là, la force de frappe qui est 162% plus fort chez deux personnes, filles, gars du même poids. Il y a tellement de différences qui fait qu'à un moment donné, le risque de blessure grave est vraiment plus élevé, là, même de décès. Là, ça arrive en boxe parfois, mais là, s'il y a un déséquilibre à ce point-là, je veux dire, les chances que ça arrive sont vraiment assez dangereux pour l'intégrité physique de la femme. Là, Parce que c'est un point qui avait été soulevé, vous, en octobre 2023, quand vous aviez refusé d'affronter votre adversaire. Les gens disaient, ben voyons, c'est quoi le problème? Ils font le même poids. Donc, ce que vous nous dites, et ce que la science aussi tend à démontrer et à confirmer, c'est que même si on prend deux individus du même poids, deux boxeurs du même poids, un individu masculin va avoir une force de frappe, vous avez dit le chiffre, 162% plus élevé que quelqu'un du même poids, en moyenne, évidemment, qu'un individu du même poids. Parce que en boxe, il y a une raison pour laquelle vous affrontez quelqu'un qui est du même poids que vous. Il y a des catégories, puis c'est pour ça qu'on vous pèse aussi. Oui, mais ça, c'est juste un... tu sais, on peut parler de... Tu sais, même les mains sont faites plus pour le combat, les hommes. Ah oui? Ben oui, le front, même l'angle des genoux, tu sais, tout... J'ai vraiment tout épluché ça, puis il y en a tellement, là, des différences là, qui avantagent les hommes, là. Tout le système respiratoire. En tout cas, bref, il y en a une liste infinie, mais, tu sais, on parle de la force parce que c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment plus... Ça frappe l'imaginaire. Oui, mais je veux dire, les hommes ont longtemps... Tu sais, c'est eux qui allaient à la chasse, c'est eux qui combattaient plus que la femme qui prenait soin, tu sais, quand on remonte à l'homo sapiens et tout ça. C'est ça, mais ça fait en sorte que c'est pas une question de féminité ou c'est pas une question... C'est qu'il y a vraiment des différences qu'on appelle physiologiques qui font en sorte qu'il y a un déséquilibre. Donc, quand c'était arrivé, vous, en octobre 2023, la personne concernée avait dit « Ah, ben c'est absolument épouvantable, on reconnaît pas le fait que je suis une femme. » Tu sais, on disait « Une femme trans, c'est une femme. » Mais parce que, rendu dans un ring de boxe, le fait qu'elle soit née un homme, ben c'est là que ça paraît, là. C'est pas une question de ressenti, là, de savoir que... Non, c'est ça, c'est une réalité biologique, là. Fait que c'est pas... faut qu'on se base là-dessus parce que c'est pour l'intégrité des femmes, là. C'est vraiment important, là. C'est la sécurité, l'intégrité, puis tu sais, même si... Tu sais, je sais que ça peut les blesser psychologiquement, mais pour la femme aussi, tu sais, quand... Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été dupée parce que ça m'a été caché. Puis je l'ai découvert par hasard, tu sais, 45 minutes avant de monter sur le ring. Fait que, tu sais, moi aussi, psychologiquement, là, j'ai comme perdu confiance dans le monde de la boxe, tu sais. Mais imaginez si vous étiez monté sur le ring et que c'est seulement après le combat que vous aviez appris que la personne en face de vous n'était pas une femme biologique, mais un homme biologique. Alors, donc, c'est une décision qui est hyper importante, le fait que World Boxing dit on va faire des tests de sexe pour les prochaines compétitions. Donc, ça va être une espèce de coton-tige, là, on appelle ça un swab, là, cheek swab. Donc, ça va être passé à l'intérieur de la joue et on va analyser les résultats pour déterminer si c'est biologique. Oui. Alors, il y a des gens qui disent c'est absolument épouvantable. Dans la communauté trans, il y a des gens qui disent c'est absolument épouvantable parce que c'est un texte qui est invasif. Excusez-moi, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que nous, les femmes, on est habitués. Tu t'en vas chez les gynécologues, on t'en rentre des affaires dans différents orifices. Fait que se faire rentrer quelque chose dans le fond de la bouche, là, c'est pas invasif, là. Ben, non, mais je m'excuse, mais tu sais, je trouve que c'est un argument tellement faible. Habituellement, quand on fait de la boxe, on s'habitue à manger des coups d'en face, ça, quand même. Fait que, tu sais, je pense que l'étape du coton-tige, c'est comme nettoyer ses oreilles. Mais ce que je tenais à dire, par contre, par rapport à ça, là, c'est que ça, on parle juste pour la World Boxing. Oui. Moi, ça peut réarriver, parce que moi, je suis dans la boxe amateur. Oui. Fait que toutes les femmes qui font de la boxe, amateurs, puis au Canada, avec la réglementation, mais
on n'est pas plus protégé, puis il n'y en aura pas de test parce que c'est beaucoup trop coûteux Oui. et compliqué pour la boxe amateur. Oui, ça, c'est dommage. Donc, ça, c'est important et c'est un très bon point, Katia. Là, c'est World Boxing, donc c'est la jeune fédération qui a été reconnue par le Comité international olympique pour les prochains Jeux olympiques, donc à Los Angeles, parce que, évidemment, dans cette boxe-là, on a les moyens de faire ces tests-là. Ce que vous nous dites, c'est à la boxe amateur, on n'a pas les moyens. Donc, vous risquez, vous et d'autres femmes biologiques boxeuses, vous risquez de vous retrouver encore, à un moment donné, avec une adversaire qui a un ressenti de femme, et on le respecte tout à fait, mais qui va être un homme biologique. Cybèle, tu voulais réagir? J'avais une question. En fait, je me demande, finalement, est-ce qu'il y a une manière pour que ça fonctionne, des personnes trans dans le monde de la boxe, ou pas du tout? Ben, ça reste que c'est complexe parce que quand on n'a pas les tests, quand on peut pas passer les tests, on va se fier aux documents d'état civil. Mais là, avec... Ça avait été le cas avec Iman Katliff, parce que dans sa fédération, on disait simplement, on se base sur le passeport. Si votre passeport dit que vous êtes une femme, vous avez le droit d'être avec les femmes. Mais là, depuis 2015 et 2016, même les mineurs peuvent changer leur état civil. Puis avec le comité des sages, ils disent que pour certaines personnes, c'est correct. Fait qu'on va se fier là-dessus. Fait que, comme dans le cas d'Iman Katliff, ça peut mener à une erreur. Donc, non, il n'y a pas de... Je vois pas de solution par rapport à ça. Autre que le test. Ouais. Autre que le test, mais moi, c'était pas par rapport au test, c'est juste savoir, est-ce que finalement, ça ne devrait juste pas y en avoir du tout, et c'est là la ligne, ça ne fonctionnera pas d'aucune manière, c'est terminé? Ça, c'est pas moi qui prends ces décisions-là, mais pour Boxe Canada, eux, ils prévoient une fois que les étapes sont faites, la personne qui a fait le changement, qui est trans, ça va être du domaine privé. Donc, on ne pourra pas le savoir. Donc, ça, c'est aussi un peu inquiétant là, pour la suite des choses. Hein. Puis vous avez mentionné, Katia, vous avez mentionné le comité des sages. Alors, c'est assez particulier parce que dans le comité des sages, il y a en effet toute une section sur le sport et on dit, en fait, qu'on va pas utiliser le critère qui a été utilisé pourtant dans plein de pays à travers le monde puis dans plein de fédérations, qui est de dire, les hommes biologiques devenus femmes ne peuvent pas compétitionner avec des femmes si ils ont entrepris leur transition après la puberté. Donc, par contre, le comité des sages dit, non, c'est pas ça qu'on recommande. De toute façon, il est tellement mou, ce comité-là. Par contre, ils disent, les boxeuses auraient le droit de refuser de combattre une opposante qui a trop de testostérone ou je sais pas. C'est même pas super clair dans le rapport du comité. Non, le rapport est confus. C'est quelque chose... Le contraire de confus, c'est quelque chose de cohérent. Puis je pense que plus qu'ils essayent de faire les choses, plus qu'on s'éloigne de quelque chose de cohérent. Fait que, Boxe Canada va comme à l'encontre de World Boxing. Donc, est-ce qu'ils vont rectifier le tir? Je sais pas, mais reste que c'est compliqué. Puis si les données sont confidentielles, on ne pourra pas avoir un consentement libre et éclairé. Puis accepter ou pas le combat, là, selon ce qu'ils disent. Moi, il y a quelque chose sur lequel un point sur lequel je voudrais conclure, Katia, puis les gens ont parfaitement le droit d'avoir l'opinion qu'ils veulent là-dessus. Mais je pense qu'on est une société depuis, admettons, 50 ans, où on se dit que on protège les droits des femmes. Et on protège, et ça nous choque d'apprendre qu'un homme a crissé une volée à une femme. C'est drôle, tout d'un coup, c'est dans la boxe, on dit « Ah, c'est pas grave, un homme biologique qui a le droit de crisser une volée à une femme. » À partir du moment où il dit « Moi, je me sens comme une femme. » Je suis désolée, moi, c'est mon éditorial de la journée, mais il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Puis je veux dire, tu sais, à boxe, moi, mon but, c'est pas de blesser grièvement quelqu'un ou de le tuer, là. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un sport avec des règlements? Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi on en est là, tu sais, en train de parler de ça. Je trouve que c'est justement, ça fait pas de sens. Ouais. Katia Bissonnette, je rappelle que vous êtes coach de boxe, responsable boxe à Équipe Québec, docteur en psychologie. Ça, c'est vraiment une immense fierté, surtout quand on sait le parcours de vie que vous avez eu. J'adore, je le mentionne à chaque fois, je trouve que c'est extrêmement important. Et donc, vous veniez commenter cette décision de World Boxing qui dit, à partir de maintenant, si vous voulez compétitionner aux Olympiques,
en boxe, en tout cas, un test pour déterminer biologiquement, pas une question de ressenti, pas une question de est-ce que vous êtes un homme biologique ou une femme biologique. Si vous êtes un homme biologique, vous n'avez pas d'affaires dans la catégorie des femmes. C'est assez clair. Merci beaucoup, Katia. Merci à vous. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Éric Duhaime est chef du Parti conservateur du Québec, candidat dans Arthabasca aux élections partielles qui vont avoir lieu à un moment donné. Éric Duhaime, bonjour. Bonjour Sophie. Éric, habituellement, quand j'interviewe des politiciens, je les vouvoie tout le temps. Dans ton cas, je te tutoie car on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Éric, on va parler de différents sujets, mais la raison pour laquelle d'abord on voulait te parler aujourd'hui, c'est que à plusieurs reprises dans le passé, tu as pris la défense, tu as pris parti, c'est le cas de le dire, pour Mario Pelchat dans son différend avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Pourquoi la cause Pelchat versus CPTAQ? Pourquoi ça vient autant de chercher cette cause-là? Ben, parce que c'est un exemple comme plein d'autres, parce qu'il y en a dans toutes les régions, dans toutes les municipalités ou à peu près, mais c'est une personnalité connue, c'est un modèle, c'est un exemple, hein, c'est pour ça que la Commission de la protection du territoire agricole, de la CPTAQ, s'est attaquée à lui. Et je pense que c'est important comme citoyen de se lever pour dire c'est assez. On vit au Québec dans une démocratie, on vit pas dans une technocratie. Les non-élus ont pas à dicter des lois ou à interpréter des lois de façon abusive. C'est moi ce que je trouve avec ce qui s'est passé avec Mario Pelchat, c'est complètement abusif. J'ai même eu la chance d'aller à son vignoble, je suis allé le rencontrer. J'avais même acheté des billets. Là, je sais pas ce qui va arriver, mais dans 3 semaines, mes billets sont achetés pour un de ces spectacles là, qu'il devait faire au cours des prochaines semaines. Et je pense que c'est important qu'à un moment donné, on dise là, c'est pas la bureaucratie qui va décider, parce qu'il faut savoir que dans l'exemple de Mario Pelchat, la ville de Saint-Joseph-du-Lac a, depuis les problèmes qu'il y a eu l'année dernière, modifié ses lois et règlements pour permettre justement à Mario Pelchat de chanter dans sa grange sur son vignoble. Et malgré ça, il y a des fonctionnaires qui ont décidé que non, ce que les élus ont décidé, c'est pas bon pour eux. Eux, ils connaissent mieux ça que les gens qui sont supposés représenter le peuple. Et eux décident, des gens qu'on sait pas, qu'on connaît pas, qui ont aucune forme d'imputabilité, mais eux ont décidé qu'ils allaient empêcher les gens d'aller entendre Mario Pelchat dans son vignoble, qu'ils allaient empêcher les représentations, les spectacles. Pour moi, c'est tout simplement abusif. Si on se révolte pas contre ça, je sais pas contre quoi on va se révolter, là. Éric, quand même, il y a d'autres causes au Québec où on peut se révolter quand même. Non, mais Sophie, c'est qu'on s'ingère dans l'intimité du monde. Oui. Oui, je comprends. Mais en même temps, quand tu parles de l'intimité, Mario Pelchat, il reçoit quand même pas du monde chez lui. C'est quand même dans son entreprise. Je veux juste quand même citer, parce que... mais il habite là, hein? Il habite là, Sophie. Là, sa maison est derrière la grange. Là. Oui, je comprends. Mais c'est pas comme si, mettons, toi, tu fais un souper chez toi à Laval... Puis, je veux dire, il y a une portion où il habite, mais il y a aussi une portion où il fait commerce. Il y a son exploitation agricole. Quand même, la nuance est importante. Je veux juste citer le CPTAQ quand même. Ils disent, la raison pour laquelle on lui a refusé la tenue du spectacle, c'est que les gens qui sont détenteurs de billets de spectacle se présentent pas au vignoble pour son vin ou pour ses vignes, mais pour assister à une prestation musicale. La promotion est d'ailleurs davantage faite sur une mise en valeur du chanteur qui accessoirement vend du vin. Qu'est-ce que tu réponds aux arguments quand même de la CPTAQ? C'est quand même pas rien comme argument. D'abord, c'est vrai qu'ils produisent du vin, ils peuvent pas dire que c'est pas un producteur de vin. Deuxièmement, le vin est en vente dans la grange, dans la salle de spectacle. Donc, les gens peuvent consommer effectivement du vin qui a été produit sur place. Troisièmement, là, on veut au Québec promouvoir l'agrotourisme. Et Mario Pelchat est un ambassadeur extraordinaire de ça. On va partout ailleurs dans le monde, c'est normal. Là. Puis même la culture québécoise, historiquement, là, la première pièce de théâtre, là, ça s'est pas fait dans des grandes salles de spectacle à Montréal, ça s'est fait dans des granges, dans les régions. Là. Je veux dire, la culture québécoise s'est développée avec notre terroir. Et aujourd'hui, de vouloir avoir des fonctionnaires qui, avec une loupe puis un scalpel,
commence à distinguer les choses, à dire on n'a plus le droit de mélanger culture avec agriculture, avec tourisme. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu révoltant. Là. On peut pas commencer à dire là, parce que telle partie de ton revenu vient de la musique, parce que tu es un chanteur plus populaire que si moi je me mettais à chanter, ben là, tu as donc des revenus plus élevés que les revenus qui viennent de tes vignes qui poussent à côté. Tu comprends que ça devient là. Je comprends que d'un point de vue de fonctionnaire puis technocratique, ça a un sens, là, mais pour le commun des mortels, ça n'en a aucun. Voilà, puis si on se fie au gros bon sens quand même, c'est que moi, je me fierais, par exemple, sur la Commission de protection du territoire agricole pour dire, ben il faut pas que quelqu'un fasse de la vigne n'importe comment, alors que son vrai objectif, c'est d'avoir une salle de spectacle. Ça, je comprendrais cet argument-là, mais ça n'est pas ça qui fait Mario Pelcha. Il a commencé son vignoble en bonne et due forme. Le vin qu'il produit se vend bien. Il y a personne, à ce que je sache, qui a été malade parce qu'il a bu le vin de Mario Pelcha. Tu comprends? C'est pas une entourloupette que fait Mario Pelcha en disant, m'a faire de la piquette, parce que dans le fond, la seule chose que je veux, c'est avoir une salle de spectacle. C'est pas devant cette situation-là qu'on se trouve. Par contre, question extrêmement importante, Éric Duhem, quand tu es allé au vignoble de Mario Pelcha, j'espère qu'il t'a pas donné de bouteille de vin, parce que quand on donne une bouteille de vin à un politicien, tu sais, pot de vin, conflit d'intérêts. Bon. Sophie, j'ai payé mes bouteilles que j'ai achetées à son vignoble. J'ai insisté. D'ailleurs, tu as raison de souligner quelque chose. Il fait un vin de bonne qualité, d'ailleurs, mais il a même gagné plusieurs prix. C'est pas, c'est pas de la piquette, comme tu dis, là. Et puis il y en a plein, là. On parle d'une région, on parle d'agrotourisme, tu sais, le coin de Saint-Joseph-du-Lac, là. C'est plein de producteurs comme ceux-là. Absolument. Mario Pelcha, il y a un apport positif à la région, là. Puis il y a un impact positif sur l'ensemble des producteurs autour de chez eux également, là. Absolument, il y a des retombées économiques parce que de toute façon, les gens entendent parler de Mario Pelcha. Il est hyper populaire, fait que tout le monde a envie d'aller à Saint-Joseph-du-Lac pour pleurer dans la pluie. Tu parlais de piquette tout à l'heure. Méchante piquette, le rapport du comité des sages? Oui, Et là, méchante piquette, ça, là? Écoute, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, là, c'est le rapport le comité des sages sur l'identité de genre là, qui avait comme objectif justement de recommander des choses au gouvernement. D'abord, ce qui me surprend, c'est les recommandations. Il n'y en a pratiquement pas ou très peu qui sont tellement diluées qu'on se demande encore. Ben oui, ils s'en vont. Des suggestions. On a l'impression d'être au primaire, puis la maîtresse veut pas faire de pépène aux enfants. On va faire des suggestions. Puis, Sophie, c'est d'autant plus décevant qu'il y avait des questions très claires auxquelles le gouvernement va devoir répondre, mais ça aurait été intéressant que le comité commence à répondre à ça. Par exemple, les traitements chirurgicaux irréversibles. Est-ce que oui ou non, on les autorise avant 18 ans? Nous, au Parti conservateur du Québec, on a même déposé un mémoire à ce comité de sages-là pour dire, en bas de 18 ans, il peut pas y avoir de traitements chirurgicaux irréversibles. Comme donc, par exemple, vaginoplastie. C'est un exemple. Voilà. Bon, la deuxième chose, le traitement hormonal pour les mineurs, il faut que ça soit sur un protocole de recherche. On peut pas faire ça n'importe comment, n'importe qui peut pas autoriser ça. Il faut que ça soit à l'intérieur d'un protocole très rigoureux, très scientifique. Puis, dernièrement, c'est exiger le consentement des parents si jamais les enfants doivent recevoir des bloqueurs d'hormones, parce que tu sais que présentement, il y a des parents qui l'apprennent par hasard ou qui ne savent pas pantoute. On l'a vu ça aussi. On l'a vu dans le reportage, l'excellent reportage, puis à chaque fois que je parle de ce reportage-là, je vais le mentionner, l'excellent reportage de fond de Pascal Turbide pour Radio-Canada, puis l'émission Enquête, avec sa caméra cachée, mais tout ce reportage-là était extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, parce que quand le reportage est sorti, elle avait été interviewée, Pascal Turbide, à Tout le monde en parle, puis elle disait « Hey, il faut faire attention, là, je veux pas que mon documentaire, mon reportage soit repris par les conservateurs. » Mais elle te visait pas toi et le Parti conservateur, mais tu sais, je veux pas que ce soit récupéré par la droite, là. Mais je veux dire, c'est quoi ça? Je veux dire... Non, mais c'est pas une question de gauche-droite, là, c'est une question d'autorité parentale, c'est une question je veux dire, l'identité de genre, là, c'est des théories de genre. Puis on est en train, au Québec, d'élaborer des politiques à partir de théories qui sont très controversées. On sait qu'en Europe, il y a des pays qui ont commencé à faire marche arrière, qui s'étaient engagés dans cette voie-là. Et le rapport aurait dû...
Mais oui, l'exemple du Royaume-Uni, même la Suède. Absolument. Et malheureusement, le rapport ne va pas là. Le rapport ne dit pas au gouvernement des choses claires et précises. J'espère que le gouvernement va faire un travail meilleur que celui du comité des sages, qui va nous arriver rapidement avec des recommandations très claires, puis avec des législations pour encadrer ça. Le Québec a besoin d'un meilleur encadrement à ce niveau-là. Puis malheureusement, c'est pas le rapport qui va aider, là. Non, puis quand tu disais tout à l'heure que c'est un éléphant qui a accouché d'une souris, en plus l'éléphant il a coûté cher en tabarouette parce que juste le salaire des trois enquêteurs là, les 3 sages, c'était 350 000 $ juste en salaire pour accoucher de 200 pages d'affaires molles et inodorantes, incolores, inodores et sans saveur, ce rapport-là. Contrairement au vin de Mario Pelcha, qui, lui, a beaucoup d'arômes. Merci beaucoup, Éric Duhem. Je rappelle que t'es à bientôt. Chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans Arthabasca. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, le groupe Resto Plaisir, ben oui, il y a plein de restaurants que vous connaissez. Vous connaissez peut-être pas à chaque fois le groupe auquel il fait partie, mais tu sais, si je vous dis le Cochon d'Inde, par exemple, entre autres, ben c'est un des restaurants du groupe Resto Plaisir. On va parler avec Pierre Moreau, qui est président-directeur général de ce groupe de restauration. On va parler des pourboires. Bonjour, Monsieur Moreau, comment allez-vous? Ça va bien, Madame Durocher, merci. Ben, ça fait plaisir de vous recevoir. Écoutez, vous avez remis tout un rapport, là, un mémoire conjoint. Moi, j'aime ça, là, la bureaucratie gouvernementale, là. Un beau rapport, le mémoire conjoint dans le cadre de l'étude du projet de loi 101 visant l'amélioration de certaines lois du travail. Donc, la suggestion que vous faites, c'est nous, là, les restaurateurs, on connaît ça, la restauration, fait que laissez-nous gérer les pourboires. Il me semble que c'est assez simple comme suggestion. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais ce qu'on dit, c'est que la restauration a énormément évolué au cours des 20 ou des 30 dernières années, et puis qu'il y a certaines lois qui sont en place en ce moment qui auraient besoin d'être revues et d'être ajustées. Et puis une de celles-là, c'est l'article 50 de la loi sur les normes du travail. Et en ce moment, le gouvernement a déposé un projet de loi, le projet de loi 101, dans lequel il fait beaucoup de modifications à cette loi-là. Et puis, on pense qu'il a fait un oubli important, qui est de nous octroyer un droit de gérance sur le partage du pourboire dans nos établissements. Parce que si c'était géré par les restaurateurs, par exemple, surtout dans un exemple où un groupe de restauration, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants, plusieurs chaînes de restaurants, ben, et s'il y a des règlements différents dans chacun des restaurants, ça devient compliqué à gérer. Alors que si c'était vous, comme restaurateur, qui gériez ça, vous pourriez uniformiser dans tous vos restaurants les règles d'attribution des pourboires. Est-ce que je résume bien? Oui, c'est une des raisons. On pourrait uniformiser les règles d'attribution des pourboires. On pourrait aussi faire une répartition de pourboires plus équitable entre la cuisine et les autres postes en salle. Parce que vous savez que la restauration, maintenant, c'est un travail d'équipe. Hein? Mm-hmm. Quand je vous dis que ça a beaucoup évolué depuis 20 ans, on a maintenant une restauration très québécoise, on a des tables très reconnues, on a des gens qui viennent, vous l'avez vu dernièrement avec les étoiles Michelin, on a beaucoup de belles histoires sur notre restauration. Mais au niveau de la gestion de nos restaurants, depuis 20 ans, ça ne fait que se complexifier. On a de plus en plus de réglementations. J'ai aimé votre introduction quand vous avez parlé de la bureaucratie gouvernementale. Oui. Vous avez tout à fait raison. On en a beaucoup dans notre cas. C'est assez surprenant de voir ce qu'un restaurateur a à gérer comme bureaucratie là, pour opérer un restaurant où, dans le fond, nous, ce qu'on est là, pour donner du plaisir aux gens, de leur donner un bon moment. Et puis, à chaque année, le gouvernement nous rajoute des règles, nous rajoute des choses à gérer. Juste cette année, là, on a à modifier nos systèmes informatiques pour le maire web. Après ça, il y a la nouvelle loi sur la francisation qui va nous obliger à faire encore des changements, des modifications, investir dans nos restaurants. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, c'est, écoutez, aidez-nous donc là, qu'on puisse gérer nos établissements avec un peu plus de simplicité. Surtout que les pourboires, c'est nous qui faisons toute la gestion des pourboires en ce moment. Il faut que vous compreniez là, que quand je vous dis que ça a évolué depuis 20 ans, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous dans votre cas, mais nous, dans notre cas, nos clients, plus de 90% de nos clients paient maintenant avec
des cartes de crédit. Là. Ben Alors, oui. de l'argent comptant dans nos restaurants, il n'y en a plus. Ça veut dire que le pourboire, il est remis sur la paye aux 2 semaines. On a des systèmes de gestion en place. Il faut qu'on s'occupe de faire la remise aux employés. Et puis là, c'est là que la complexité augmente. Quand vous avez plus qu'un établissement de restauration, ce qui est le cas de beaucoup de restaurateurs au Québec aujourd'hui, pas juste les gros groupes comme le mien, bien là, si vous avez des conventions de pourboire différentes, bien, chaque fois que vous faites votre paye, bien, pour chaque établissement, vous avez des règles différentes à appliquer. Alors, nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est aidez-nous donc un peu, là, qu'on puisse simplifier nos façons de gérer, qu'on puisse aussi adresser certains des enjeux de main-d'œuvre qu'on a pour les restaurateurs qui n'ont pas de... Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a des processus en place, puis il y a beaucoup de restaurants au Québec qui ont des conventions de partage de pourboire, qui a du pourboire qui est donné à la cuisine, mais il y en a beaucoup d'autres qui résistent puis qui n'en donnent pas de pourboire à la cuisine. Et là, ça devient, oui, puis ça devient difficile d'encourager les gens à aller en cuisine. Donc, ça crée une certaine pénurie de main-d'œuvre aussi. Les retenir aussi. en cuisine. Ben voilà. C'est un métier, le métier de cuisine. Mais quand vous êtes cuisinier, que vous faites 35 à 40 heures par semaine, puis que vous avez un collègue qui est serveur ou serveuse qui fait 20-25 heures, qui fait le double de votre salaire, ben, à un moment donné, vous vous découragez, puis vous dites, ben, qu'est-ce qui se passe dans cette industrie-là? Alors, on veut juste recréer un équilibre. Puis ce qui est très important, Mme Durocher, parce qu'à chaque fois que je fais des entrevues sur ça, les gens disent, les restaurateurs veulent se remplir les poches, là. Premièrement, les restaurateurs ont fait des profits minimes. Nos marges ne font que diminuer depuis de nombreuses années. Puis deuxièmement, ce qu'on veut, nous autres, c'est très clair. Là, on veut que 100% des pourboires soient redistribués aux employés, mais à l'ensemble de nos employés. Voilà, c'est ça, pour qu'il y ait une meilleure rétribution. Je sens que ce sujet-là fait réagir nos auditeurs et nos auditrices. Mais oui, mais justement, il y a Patrick de Saint-Jean qui nous a écrit, et ça va exactement dans le sens de ce que vous disiez, M. Moreau. Il nous dit, le pourboire, non, la loi est venue à cause de l'abus des restaurateurs depuis la COVID. Ça, c'est un de nos auditeurs qui nous écrit faux. ça. La loi existe depuis plus de 20 ans. Et puis... en fait, ce que la COVID a fait comme changement, puis c'est un bon point, par contre, là, les gens ne réalisent pas, mais la COVID a fait qu'il y a beaucoup maintenant de repas pour emporter. Donc, en ce moment, la loi ne tient même pas compte des pourboires qui sont donnés sur les repas pour emporter, ce qu'on appelle, excusez-moi, le take-out ou les repas par Uber ou les autres plateformes. Alors, puis ce qui est arrivé après la COVID, c'est qu'avec les augmentations de coûts, les augmentations de salaire minimum, ben nous, les restaurateurs, on a dû augmenter encore nos prix, puis ça a augmenté les revenus de nos serveurs, puis ça a contribué à élargir l'iniquité qu'il y avait dans nos restaurants. Intéressant. J'en ai une réponse. Oui, une autre question. Un autre bon, ben oui, c'est ça. Bien sûr. Quelqu'un d'autre qui dit... Pauvre Cybèle est là, puis elle me regarde, tu peux-tu poser une autre question? Ben oui, les auditeurs sont au cœur de notre émission. C'est ça qu'on veut les entendre. C'est pertinent parce que c'est certain que vous avez pensé à ça. Il nous dit, moi, de toute manière, c'est un autre auditeur, Hubert, qui dit, moi, de toute façon, le service aux tables va avec le bon... le pourboire va avec le bon service aux tables. Alors vous, M. Moreau, comment vous allez faire en sorte que vos serveurs, l'excellence de leur travail ne se répercute pas en défaveur des gens qui sont en cuisine? Mais avant que vous répondiez, Monsieur Moreau, je veux juste faire une petite blague parce que l'auditeur qui a appelé ou qui a écrit, il s'appelle Hubert, mais je veux savoir son nom de famille. C'est-tu Eats? Non, c'est pas. Allez-y, Monsieur Moreau. Non, écoutez, je pense que c'est important de reconnaître là, que le serveur ou la serveuse donne le service au client. Donc, c'est important qu'ils reçoivent une partie importante du pourboire. Ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait pouvoir le redistribuer aux gens de la cuisine pour avoir des meilleures conditions de travail pour ces employés-là. On ne veut pas enlever le salaire du serveur. D'accord. Et puis, vous savez, toutes les études qu'on a faites, la majorité des consommateurs, 70% des consommateurs, sont d'accord que le pourboire devrait être partagé entre les différents employés de l'équipe. Puis il y en a même qui pensent que ça se fait automatiquement. Il y a des gens qui sont surpris quand on leur dit non, c'est pas pareil d'un restaurant à l'autre. Alors, je pense que de juste uniformiser ça, puis que les règles du jeu soient les mêmes pour tous les restaurateurs. Puis c'est vrai qu'il y a eu des abus dans le passé, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, avec les systèmes informatiques, avec le fait que les gens payent par carte de crédit, quand les gouvernements viennent nous auditer, quand il y a des preuves à donner
sur notre bonne gestion, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui là, de contourner les systèmes. Puis dans le fond, ce qu'on veut, nous autres aussi, c'est qu'en déclarant ces pourboires-là, le gouvernement va recevoir des charges sociales. Voilà. Donc, c'est bon pour la société aussi. C'est un très bon point. Puis ça, c'est le genre d'argument là, que le gouvernement aime parce qu'ils disent, oh mon Dieu, des petits revenus sur lesquels on va pouvoir imposer des 40 puis des 50 Yum, yum. Non, c'est une blague. Ce sera pas 40 puis 50 mais quand même. Mais c'est sûr que nos serveuses gagnent bien leur vie, là, mais ils n'ont pas des taux d'impôt marginal de 40 ou 50 Non, je sais bien. Mais même si c'est juste 30 ou 20 il reste quand même que c'est une part de revenus qui, en effet, finit par retourner dans les poches du gouvernement. Donc, c'est un argument auquel le gouvernement est sensible. C'est ça que je voulais dire. Pierre Moreau, vous êtes président directeur général du groupe Resto Plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était le gala de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Alors, eux s'appellent créateurs de contenu, mais des fois, on les appelle simplement des influenceurs. Ça t'inspire quelque chose, Marc Boilard? Bonjour, Marc. Bonjour. J'aime beaucoup ton look de gauchiste Che Guevara. Je trouve que ça te rejoint. Alors, d'abord, je vais enlever parce que là, je me suis promenée. Ça, c'est ma carte pour rentrer ici à Cube. Trouves-tu belle? Oui, absolument. Che Guevara, comment t'as appelé ça? Che Guevara, ton look de gauchiste, comme on sait que tes allégeances naturelles. Okay. Moi, j'ai rien contre ça. Hein? Tu peux me traiter de bien des affaires dans la vie, mais si tu me traites de Che Guevara, c'est une insulte. Je suis désolé. Je peux sortir et revenir, on recommence à zéro. Je peux même me changer. Mais donc, c'est ma petite veste militaire. Sais-tu quoi? C'est que je suis en déménagement. Je sais pas si je l'ai dit, parce que c'est la première fois que j'en parle sur les ondes de Cube. Oui. Personne n'est au courant que je déménage. Voyons. J'en reviens pas. Et c'est de la seule chose qui restait parce qu'ils ont pris tous mes vêtements, ils ont mis ça dans ça fait très bien, boîte. Je le souligne. Oui, mais c'est parce que regarde, j'ai aussi un pantalon. Ah ben, t'es dans le cargo. Puis tout. Wow. Et mon fils qui est en mode me regarde quand je porte la même chose en haut puis en bas puis dit maman, ça marche pas. Fait que là, je suis kaki, de pied en cap, c'est trop. Bonjour, merci. Quand tu dis en cap, je n'ai jamais entendu. De pied en cap, c'est une expression, c'est dans Molière ou dans Balzac, ils vont dire ça. C'est Molière, de pied en cap. Ah oui, moi, je cite Molière tous les jours. C'est hot, on va parler d'influenceurs. On est exactement dans le même temps. Des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, les pieds, ce serait ça ici. OK. Et en cap. Le cap. Alors, c'est l'inverse. Voilà. Okay. Le pied en cap. C'est un cap, c'est un pic. Oui, on vient de franchir un cap. C'est un cap, c'est une péninsule. On aurait pu dire, ma foi, bien des choses en somme. On va rien le ton, par exemple. On va-tu finir par parler de ton sujet, Marc? On y va, go, on rentre dedans, pieds joints. À cap joints. Oui, les influenceurs, parce que dans ce gala-là, 3e édition, Gala Influence, ça, si tu veux, ça donne des prix dans des catégories, comme n'importe quel autre, cinéma, télé, etc., mais pour les influenceurs, donc YouTube, TikTok, etc., au Québec. Et évidemment, c'est auprès des jeunes, j'apprends rien à personne, c'est là que ça se passe, c'est très vivant, etc. Et il y a des choses dans l'article du Soleil ce matin qui couvraient ça, contrairement à d'autres qui l'ont un peu survolé. Je trouvais hyper intéressant. Entre autres, il y a une sortie de Mme Ogleman, tu sais, qui fait de la cuisine. Oui, Geneviève Ogleman, oui, tout à fait, qui a gagné un prix. Parce dans la catégorie Foodies. Elle était avant à Radio-Canada, puis elle était partout à Radio-Canada. Absolument. Puis là, à un moment donné, du jour au lendemain, elle n'est plus à Radio-Canada. Elle s'est remise en question. Elle s'est lancée sur des vidéos, des trucs comme ça. Elle fait des voyages, elle dit ce qu'elle goûte. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Je trouve ça super trippant, vraiment. Et elle, ce qu'elle souligne, c'est de quoi que j'avais jamais pensé. Elle dit, il va falloir que le gouvernement commence à s'intéresser à nous autres aussi. En voulant dire que là, il y a des grands débats, par exemple, puis des débats légitimes. Pierre-Carl Pellado, moi, je suis bien d'accord avec lui quand il dit comment ça se fait que les journalistes à l'électronique peuvent pas avoir de crédit d'impôt, alors que c'est vrai pour... Ce que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, répond, c'est parce que quand tu es une ONBL ou quand tu es une coop comme Le Soleil, Le Droit, etc. Quand tu parles d'OBNL, tu parles de la presse. Ouais. Mais c'est ça pareil? Oui. Bon. C'est un OBNL. C'est ça. Je sais pas d'où vient ton sourire narquois, mais... Quand tu passes de propriété des gens qui ont sa gare à OBNL, ça me fait un tout petit peu rire. OK, peut-être, mais techniquement, c'est quand même une réalité. Bon, voilà. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce qui répond, pour te montrer que le débat il est quand même profond, très intéressant, c'est que eux autres, ils se débrouillent avec aucun profit et ils réinvestissent à 100% comme une ONBL, alors qu'ici, ça appartient quand même à un groupe qui génère du cash dans d'autres départements. Mais ça, c'est un peu une blague. Ça revient à dire, toi, tu fais de l'argent, donc tu as le droit à moins. C'est un peu spécial.
Tout ça pour dire qu'elle amène l'idée que le gouvernement, qui dit, nous autres, on est en train de penser à regarder, parce que c'est très actif de ce temps-là avec M. Lacombe, on est en train de regarder les possibilités de mettre de l'argent à droite, à gauche. On comprend, par exemple, même si c'est pas du provincial, on comprend tout ce qui arrive avec l'enjeu Radio-Canada. Ouais. Qui vendent de la pub, alors qu'ils sont financés totalement. Tu sais que la crise des médias, ça touche pas Radio-Canada. Quelqu'un qui travaille à Radio-Canada, il sait déjà à l'avance, un peu comme un producteur télé, c'est quoi son profit. Voici ton année, on vend moins de pub, voilà. Ça fait que c'est pas la même affaire pour tout le monde. Donc, ils disent, les influenceurs qui, tout à coup, génèrent beaucoup de contenu, devraient être considérés. Et là, on recommence le questionnement que je trouve très intéressant. Geneviève Ogleman a dit, on devrait, nous aussi, recevoir des subventions par ou des exemple, crédits d'impôt du gouvernement. La discussion commence là. Oui, mais à ce moment-là, la pâtisserie au coin de la rue aussi, elle va demander à avoir des subventions, puis des... Oui, je comprends t'as raison. pas, là. Non, moi, je comprends très bien. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à coup nier que ce sont des créateurs québécois de contenu. Tu te souviens, on a parlé de découvrabilité la dernière fois ensemble. Oui, mais attends 2 secondes, parce que quand on parle il y a une raison pour laquelle le gouvernement finance les médias, donne des subventions aux médias, parce qu'il y a une crise des médias et parce que le journalisme, c'est le 5e pouvoir. On a besoin de journalistes pour ça. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on veut que le gouvernement, en tout respect pour Geneviève Ogleman, finance des recettes de tarte au citron? Alors, je comprends pas pourquoi. Attends. Question très pertinente. C'est-à-dire que je pense aussi, c'est dans les points que je voulais t'amener, que journalisme et divertissement, ça devrait être pensé différemment. Mais elle a un point quand elle dit, attendez, vous dites, il faut découvrir des contenus, on est suivi par des millions de jeunes Québécois, et on devrait comme être juste, tant mieux, toi, organise-toi avec ton téléphone et tout. Je trouve ça intéressant qu'elle amène le point. Maintenant, je vais te donner un exemple. Téléfilm Canada, OK? Tu sais que si tu veux faire un film au Québec, c'est impossible, ou presque, d'être en financement privé à 100%. Parce que tu vas pas rembourser tes frais. Comment Stéphane Roy l'a fait avec Pédalo, mais c'est sûr qu'il n'a pas réussi à avoir un énorme budget, mais il faut être très, très, très... Donc, tu as besoin de la SODEC, tu as besoin de téléfilm. On est d'accord. À partir du moment où on dit qu'eux autres, ils vont avoir une enveloppe, ils ont, par exemple, 10 projets, 15 projets qui vont... ça veut pas dire qu'ils vont tous les prendre, par définition. Donc, en un mot, on a décidé que c'était légitime de mettre de l'argent dans le cinéma. Mais après, il y a un filtre, il y a une grille d'analyse, il y a un oui, il y a un non. Moi, je pense que les influenceurs, sur des critères que je n'ai pas réfléchi, mais ils sont en train de le faire, ne doivent pas être éliminés de l'idée que tu as la radio, tu as la télé et tu as maintenant les médias numériques locaux. C'est là que c'est intéressant. Maintenant, une tarte au citron, la question, je te la relance encore. Si ça fait 4000 views, c'est une chose, mais si ça en fait 2 millions... Ça reste une tarte au citron. Je comprends, oui. Pourquoi le gouvernement? Pourquoi moi, mes taxes? Parce que là, tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de parler de 40% puis 50% payés en impôts. Mais pourquoi le 20% ou le 30% qu'on paye en impôts servirait à financer quelqu'un qui fait des tartes? Et encore une fois, c'est dit en tout respect pour Geneviève Ogleman. OK. Je te demanderais en quoi tout le monde en parle. C'est si utile pour moi. C'est une émission de discussion, c'est une émission où il y a des débats. Après, si tu veux remettre en question l'ensemble de Radio-Canada... c'est qu'il y a une... C'est parce que tu prends une émission, mais là, je te parle du média Radio-Canada. Le média Radio-Canada a un mandat, a une pertinence, et même les adversaires de Radio-Canada reconnaissent la pertinence de Radio-Canada. Mais si, demain matin, Geneviève Ogleman arrête de faire des tartes au citron, et encore une fois, en tout respect pour Geneviève, j'ai bien compris. La société québécoise ne va pas s'écrouler. Si demain matin, il n'y a plus Radio-Canada, le paysage culturel au Québec n'est pas le même. C'est parce que là, tu prends un média versus une personne qui crée du contenu. Oui, parce que c'est quelqu'un qui demande d'avoir une subvention ou d'avoir... Oui. Tu me demandes la question de la pertinence. Oui. Donc, je dis la pertinence... Ça veut dire que c'est toi qui vas être l'arbitre de ça. C'est moi, c'est la société. On a décidé comme société qu'il y a certains médias qu'on finance et d'autres non. Donc, je reviens avec l'exemple de Téléfilm Canada. Oui. En voulant dire que si tu acceptes que ces gens-là ont un contenu avec des yeux québécois, qu'on a de la misère à rejoindre, des jeunes, ça veut dire que tu as le droit de dire, écoute, il pourrait avoir des enveloppes budgétaires et là, tu embarques avec des critères. Tu me suis? C'est pour ça que je te dis... Je suis pas d'accord, mais je te suis. Tout le monde en parle. Je prends l'exemple, pourquoi? Parce que tout le monde en parle, c'est à cheval entre les affaires publiques, le divertissement, etc. Ce qui me ravit en passant. Hein? Moi, je suis pas du genre, il faut que ça soit un ou l'autre. Mais c'est parce que tu prends une émission à Radio-Canada, comme on pourrait prendre mais oublie une Radio-Canada, émission à TVA, prends ce que tu veux.
L'auberge du chien noir, là, dans le temps, monsieur, ça en avait des crédits d'impôt. Ben oui. Bon, c'était-tu comme, oh my God, il faut absolument que j'écoute ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu finançais une station au complet. Oui, ben moi, je dis qu'un individu... La station au complet, c'est Geneviève Ogleman ou quelqu'un qui fait des vidéos de golf. Mais pourquoi on financerait quelqu'un dont le profit est Parce que tu prends ça par l'autre bout de la lorgnette. Toi, tu regardes qui le fait. Moi, je regarde qui le regarde. Et qui le regarde, c'est des gens qui sont des jeunes qu'on essaie de rejoindre. Ben là, je vais te sortir l'argument, tu m'aimeras pas. Il y a plein de monde qui regarde la porn, ça veut-tu dire que le gouvernement doit financer de la porno? À date, on a dit non. On ne sait jamais comment ça peut évoluer. Imagine la tarte au citron faite par une fille tout nue qui est en train de se... T'es en train de développer une idée gagnante. J'appelle ça une idée gagnante, moi. Écoute, ils ont bien fait les recettes pompettes, on peut faire les recettes kékettes aussi. Prononce-toi. OK, excusez-moi, je viens de faire une blague extraordinaire. Excuse-moi, je me suis retourné. On a bien fait les recettes pompettes, on peut faire les recettes kékettes. Très fort, très, très J'adore. fort. Mais moi, la seule chose que j'aurais eu à dire là-dessus qui m'est venue rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de ce contenu-là qui est produit par ces personnes-là uniques que nous-mêmes, dans les médias, on réutilise et de quoi on s'abreuve pour faire ensuite du contenu. Donc, excellent point. C'est là-dessus que l'émission va se terminer. Merci, Marc. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci, Fred. Au revoir. Kid.